Alors bonsoir à toutes et à tous. Dans un premier temps, je vais brièvement me présenter, puis présenter un petit peu mon parcours. Je vais essayer d'être succinct, parce que le plus intéressant, ça va être les échanges qu'on va avoir. Alors, j'ai suivi une formation, un master qui s'appelle Web Intelligence à l'université Jean Monnet. Donc c'est tout ce qui est les technologies du web, de l'informatique de manière générale, donc les langages de programmation, etc. Et un côté intelligence artificielle également. À la suite de ça, j'ai enchaîné une thèse au laboratoire Hubert Curien, qui est un laboratoire qui se situe pas très loin de la Cité du Design. Le sujet de ma thèse, c'était l'adaptation de domaine. Alors c'est un sous-domaine de l'intelligence artificielle. Je travaillais sur la reconnaissance de caractères manuscrits. Et l'idée, c'était d'apprendre des modèles pour reconnaître des caractères manuscrits, mais qui soient capables de s'adapter à des données qui changent à travers le temps. Donc, par exemple, les caractères manuscrits qui étaient écrits au XVe siècle ne sont pas les mêmes que les caractères manuscrits qu'on écrit aujourd'hui. Il y a des différences. Donc l'idée, c'est d'être capable d'avoir des modèles qui sont capables de reconnaître des caractères manuscrits qui évoluent à travers le temps. Voilà, donc le sujet de ma thèse, ça a été principalement basé là-dessus, mais j'ai travaillé sur l'intelligence artificielle de manière générale avec d'autres applications, la reconnaissance vocale ou des choses comme ça. Voilà. À la suite de ma thèse, j'ai pris une année de recul parce que je me suis posé pas mal de questions par rapport à la recherche académique et notamment à la question éthique qu'il y avait en rapport avec la recherche en informatique notamment. C'est des questions qui sont très très importantes et qui sont très peu abordées. Donc ça, peut-être qu'on y viendra et peut-être voilà, on aura l'occasion d'en parler avec le côté plus philosophique, mais voilà, ça m'a fait me poser pas mal de questions. Et à la suite de ça, j'ai refait une année d'enseignement à l'université. Et cette année, je suis responsable d'une formation qui s'appelle donc la Design Tech Academy, qui est dispensée par Télécom Saint-Étienne et qui est une formation de développeur web à destination des jeunes qui sont en difficulté d'insertion professionnelle et sans condition de diplôme. Donc l'idée, c'est de dire que tout le monde peut faire du numérique. On n'a pas forcément besoin d'avoir un bagage théorique très important. Voilà, là, développeur web, c'est quelque chose de très technique et l'idée, c'est de se servir du numérique pour réinsérer professionnellement des jeunes en difficulté, puisque c'est un domaine qui est extrêmement porteur et voilà, il y a énormément de débouchés. Ce qui m'intéresse beaucoup dans ce sujet, c'est que le numérique, effectivement, le thème de ce soir, c'est l'invasion du numérique. Alors c'est un petit peu connoté, on va dire, le terme invasion, mais c'est quand même quelque part assez réaliste, puisqu'on voit que le numérique s'immisce de partout, et on a peu de contrôle là-dessus, et c'est des questions qui sont extrêmement importantes, c'est des outils qui sont très puissants, et qui peuvent être à la fois extrêmement intéressants et à la fois extrêmement dangereux, et je trouve que c'est important d'avoir ces éléments de compréhension, parce que quelque part c'est comme presque d'apprendre à lire finalement. Il faut apprendre à décrypter ces outils-là, à savoir comment ils sont utilisés et à se réapproprier un peu de compréhension pour être capable d'avoir un peu de libre arbitre et de recul par rapport à ça et de savoir comment nous on veut les utiliser et quelles sont les limites qu'on veut imposer. Parce que je constate assez régulièrement que même au plus haut niveau de l'État, il y a des personnes qui n'y connaissent strictement rien et qui font des législations qui nous impactent directement dans notre quotidien, mais qui n'ont aucun recul sur ces outils-là. Voilà, donc c'est pour ça que je trouve des rencontres comme celle-ci extrêmement intéressantes et je pense qu'on a besoin de discuter de tout ça et d'essayer de se réapproprier un peu tous ces outils. Voilà, je laisse la parole. Il circulera dans le public. Mais décrochez-le, oui. Décrochez-le. Ah. Bon, ça montre tout de suite mon rapport à la technique. Donc, autant dire que je suis une bille dans ce domaine, même si j'arrive à utiliser les outils numériques dans le cadre professionnel, parce que c'est nécessairement requis. Je suis formatrice, professeure de philosophie à l'École supérieure du professorat et de l'éducation. Et je suis contente de voir qu'on a un point commun, parce que je ne savais pas si c'était pas évident. Et le point commun, c'est l'éthique, puisque j'ai fait une thèse sur l'éthique, mais sur la question de l'éthique à l'école, qui est à l'interface de la psychanalyse, des sciences de l'éducation et de la philosophie. Je ne vais pas vous en parler, ce n'est pas le sujet. Donc en fait, je vais essayer ça va être assez difficile de tenir le temps imparti. J'ai un quart d'heure maximum, c'est ça, parce que j'ai pas mal de choses à dire, les philosophes sont bavards. Et
En fait, déjà de prime abord, je me suis intéressée au rapport qui existe entre la philosophie et la technique, et c'est pas une histoire d'amour. C'est pas une histoire d'amour parce que traditionnellement, il est difficile pour la philosophie de reconnaître une rationalité spécifique au numérique, et parce que finalement l'évidence intellectuelle du je pense, je suis est remise en cause par un nouvel ordre des savoirs. Et donc le numérique pour la philosophie, c'est un petit peu un procès. Enfin, la philosophie se trouve dans un rapport d'expropriation vis-à-vis du numérique. Je ne serai pas plus longue, je pourrais vous en dire encore beaucoup sur sur ces relations qui ne vont pas de soi, mais je préfère m'intéresser aujourd'hui à la philosophie du numérique. Et en fait, je me suis aperçu que certains philosophes s'interrogent relativement à la question de savoir s'il est possible de penser le numérique. Et il y a un ouvrage de Milad Dwelly, qui est un philosophe historien des religions, qui enseigne au Québec, qui enseigne à Laval, Université du Québec, et qui a écrit un ouvrage pour un humanisme numérique. Donc là aussi, c'est penser finalement la relation qui pourrait exister entre le numérique et l'humanisme. Et en fait, il part du discours de Lévi-Strauss. Il y aurait un humanisme aristocratique, l'humanisme de la Renaissance, un humanisme bourgeois de l'exotisme qui découvre l'Orient, l'Extrême-Orient, et l'humanisme démocratique du XXe siècle, qui est celui de l'anthropologie. Et il y aurait un quatrième humanisme qui serait, je cite l'auteur, le résultat d'une convergence entre notre héritage culturel complexe et notre technique, devenu un lieu de sociabilité sans précédent. Et en fait, ce que montre cet auteur, c'est que le numérique est d'ores et déjà une culture, une civilisation. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il renverse le statut du numérique en considérant que le numérique n'est pas un objet de savoir, mais un sujet. Parce qu'il engendre une culture et il produit une nouvelle façon de voir le monde, voire même une nouvelle civilisation. Et donc, la réflexion qu'on pourrait avoir ce soir, c'est savoir de quelle manière le numérique et l'invasion du numérique changent le sens même de l'humain. Et alors, cette révolution copernicienne opérée par le numérique est particulièrement bien mise en exergue par un philosophe, Stéphane Vial, qui propose une philosophie du numérique dans sa thèse, La structure de la révolution numérique. Elle est consultable en ligne, elle fait 300 pages. Voilà. Et c'est pas trop pour une thèse. Et d'ores et déjà, le statut du numérique sur un plan historique, c'est-à-dire qu'en fait, le système numérique, le système technique numérique s'inscrit dans tout un processus historique, un processus de la machinisation de l'Occident. Et surtout, cet événement historique introduit une rupture dans notre manière de percevoir le monde. Et c'est ce qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on a vraiment une perception radicale du monde. Alors ça peut vous paraître un petit peu pédant, mais l'auteur considère qu'une révolution technique est une révolution ontophanique. En fait, ontophanique, si on se réfère au grec, ce qui phanique, c'est ce qui nous apparaît, et onto, c'est ce qui relève de l'être. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une révolution ontophanique? C'est un ébranlement du processus par lequel l'être nous apparaît. Il y a 11 caractéristiques de cette phénoménalité numérique. Bon, je ne vais peut-être pas toutes vous les énoncer, parce qu'il faudrait 1 heure, mais en fait, je vais simplement m'attarder à certaines d'entre elles. La nouménalité, l'idéalité, je ne vais pas en parler. L'interactivité, parce que là aussi, même si on a une expérience minimale du numérique, on sait que le phénomène numérique relève d'une interaction. Et ce qui est intéressant, c'est que ce concept d'interaction ne vient pas des philosophes, mais des designers, et qu'il met l'accent sur une caractéristique essentielle du phénomène numérique, à savoir que les phénomènes numériques ne peuvent être utilisés qu'à l'aide d'interfaces, qu'elles soient logicielles, visuelles, tactiles
gestuelle. Et donc finalement, l'opération de l'utilisateur n'est pas de l'ordre d'une action mécanique, mais d'une interaction algorithmique. Exemple tout simple, la vieille machine à écrire. La vieille machine à écrire, eh bien, c'est une action, on relève d'une action mécanique. C'est-à-dire que le corps est engagé dans l'action d'appuyer sur la touche, qui va avoir pour effet la frappe du caractère sur le ruban encreur, alors que quand on utilise un ordinateur, on n'agit pas, on interagit, et on fait cette expérience de l'interface. Une autre caractéristique, c'est la virtualité. Et là aussi, pour le dire rapidement, je n'ai pas un exemple de virtualité qui pourrait nous interroger, le monde virtuel, comme Second Life, la création de personnages virtuels, d'avatars. Et je pense à un psychanalyste, Serge Tisseron, qui a psychanalysé les images, qui a psychanalysé Tintin, et qui s'est beaucoup intéressé à l'impact des images sur les enfants. Et dans un article sur les enfants et les adolescents face aux images, ce psychanalyste dénonce une triple confusion. Déjà, celle du monde objectif, ensuite celle des images que les technologies nous délivrent, et enfin les représentations personnelles que chacun en donne. C'est-à-dire que face aux images, il y a les images intérieures que l'utilisateur peut créer. Alors, une autre caractéristique, je ne vais pas m'y attarder, le phénomène numérique est instable, la tendance structurelle au bug, ça m'intéresse moins. Le phénomène numérique est autrui-phanique. Là aussi, c'est un terme qui peut paraître un petit peu pointu, c'est-à-dire qu'il apparaît dans la relation à autrui. Et là aussi, c'est quand même, on en fait l'expérience, parce que le numérique modifie totalement le lien social et nos relations avec autrui. Et chacun en fait l'expérience, que ce soit sur Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram. Les modalités du lien social seraient finalement techniquement conditionnées. Et je pense qu'il est intéressant de s'interroger quant à cette nouvelle sociabilité numérique, ce que ne fait pas l'auteur en l'occurrence. Et ça me fait penser à l'amitié telle que la décrivait Aristote. L'amitié, c'est pour lui quelque chose de qualitatif, qui repose sur une communauté exigeante de valeurs, et c'est vrai qu'on assiste à un glissement sémantique du concept d'amitié. Parce que, sur Facebook, les parents peuvent être amis avec leurs enfants, par exemple. Et la cote de popularité se mesure au nombre d'amis qu'on peut avoir. C'est-à-dire que l'amitié numérique a glissé d'une amitié qualitative à une amitié quantitative. Et je dirais qu'elle relève d'une économie affective qui repose aussi sur l'extimité. C'est un concept qui a été inventé pour désigner le fait de projeter sur la toile, finalement, une intimité. Et pour autant, on sait que les chercheurs s'accordent à dire que les réseaux sociaux renforcent pour autant les relations et l'estime de soi. Mais ce qui est intéressant, c'est le fait que le numérique a des impacts quant à l'identité du sujet et en même temps des effets dans le réel. C'est-à-dire que certes, il peut renforcer le lien social grâce à une communauté en ligne, mais ces effets dans le réel peuvent être parfois assez catastrophiques. Je pense au célèbre tweet de Valérie Trierweiler, qui avait eu quand même des effets assez désastreux, et bien évidemment, je pense aux tweets de Trump, qui sont assez extraordinaires par leur caractère lapidaire. Ce qui m'interroge aussi, c'est le fait que dans cette sociabilité numérique, ce qui fait défaut, c'est non pas le corps, parce qu'il y a du corps, il y a des traces, il y a un corps qui est présent dans cette sociabilité numérique, mais c'est la matérialité du corps. En même temps, en positif, cette sociabilité numérique, c'est une économie démocratique du savoir qui, au départ, repose sur l'anonymat, sur le partage, qu'on pense à Wikipédia. Et c'est quand même intéressant de voir que ce partage de biens numériques, en quelque sorte, repose sur une économie de la surabondance. C'est-à-dire que tout ce que je vais transmettre ne s'accompagne pas d'une perte. On pourrait dire que le savoir s'enrichit de son partage. Évidemment, ça pose d'autres problèmes sur un plan juridique, les téléchargements illégaux par exemple. Mais ce qui est intéressant, c'est le fait que le numérique reconfigure totalement les relations entre le savoir et le pouvoir. Alors, également, la reproductibilité instantanée. Le phénomène numérique est copiable.
Et je cite Stéphane Vial, parce qu'ils tendent tous à devenir des flux numériques en réseau, les biens culturels et les œuvres de l'esprit acquièrent une nouvelle phénoménalité faite de légèreté, de fluidité et d'ubiquité. Je serais moins optimiste que lui. En positif, pour autant, il y a quand même cette accessibilité de la culture pour tous, mais en même temps, cette dimension d'ubiquité et d'instantanéité pourrait finalement donner à penser que le rapport à la culture pourrait se passer de toute médiation. Ici, c'est l'éducateur, le pédagogue, l'enseignant qui parle. Mais bon, je pourrais pas, on en parlera ensuite. La surexposition de l'internaute à une infinité de données qui finalement pourraient ne pas être discriminées. Et ce qui pourrait poser problème, c'est cette absence de discrimination à l'égard de valeurs qui sont celles du beau, du vrai. C'est-à-dire que l'invasion du numérique, puisque c'est le thème, pose le problème d'une distance maîtrisée, d'un regard critique, vis-à-vis du numérique. Et la question, c'est celle de la temporalité, c'est-à-dire que la temporalité du numérique est une temporalité courte, c'est-à-dire que le numérique, c'est à la fois l'instantané, le simultané, là où la réflexion suppose une temporalité longue, une temporalité qui est celle de la réflexion. Et je dirais que finalement, le numérique n'est invasif que, puisque c'est le thème là aussi, que pour celui qui ne maîtriserait pas les sources traditionnelles de la culture. Et dans un article, dans un entretien sur le site Économie et Management, le doyen de l'inspection philosophique, Paul Mathias, indique, je cite, « Il faut être bien arrimé au monde non numérique pour exploiter le monde numérique, avoir lu et s'être instruit principalement. » Et donc je dirais que ce que menace plutôt l'invasion du numérique, dans ce rapport immédiat et accéléré au temps, c'est la qualité de notre présence au monde, de notre rapport à l'altérité de la culture. Alors encore un dernier point, il nous reste 5 minutes, la fluidité. Le phénomène numérique est thaumaturgique, indique ce philosophe, au sens où, à l'instar des rois thaumaturges, le numérique serait doté d'une puissance surnaturelle ou miraculeuse. C'est vrai que le numérique accomplit des merveilles. Alors, on pourrait dire que la procédure numérique est une procédure fluide qui rendrait notre monde plus léger, plus aisé, plus fluide. Pour reprendre l'expression de l'auteur, cette ontophanie miraculeuse de la procédure fluide, est-ce que cette ontophanie ne relèverait pas d'une nouvelle religion? Et c'est là où, effectivement, cette invasion du numérique nous interroge. Je citais tout à l'heure Milad Douechi sur l'humanisme numérique, et pour lui, le numérique a la même prétention à l'universel que le religieux, en produisant une culture à laquelle nous sommes d'emblée convertis. Et quand on parle d'humanisme numérique, ça signifie qu'on accepterait la radicalité d'une instance qui se veut universelle et qui n'accepte aucune extériorité. Et le défi pour la philosophie, pour la pensée critique, c'est cette question de l'extériorité d'une pensée critique à l'égard de ce nouvel humanisme numérique qui fonctionne finalement comme une sorte de métaphysique totalisante, de manière à ne pas en subir l'invasion. C'est-à-dire que le seul moyen pour ne pas subir l'invasion numérique, c'est de penser l'extériorité du numérique. Et je dirais que l'enjeu serait d'introduire dans le système rigide du numérique, qui est un système autoréférentiel, de l'imprévisible, de l'aléatoire. Et l'auteur de l'humanisme numérique indique, je cite, parce que j'ai trouvé cette citation très intéressante, « L'oubli est l'impensé et l'impensable de la technique et de la culture numérique ». C'est-à-dire que dans le numérique, il n'y a pas d'oubli, le passé n'est pas oubliable. Et je pense à Facebook et à cette espèce de traçabilité sans faille qui peut avoir quelque chose de littéralement angoissant. Un philosophe comme Nietzsche considère que la capacité d'oubli est le propre d'un dynamisme vital et créatif. Et donc il faudrait pouvoir réintroduire de l'oubli dans le système numérique.
Enfin, dernière caractéristique, la ludogénéité, j'arrive même pas à le prononcer, tout simplement, c'est dire que le phénomène numérique est jouable, c'est-à-dire qu'en présence d'une interface, l'expérience ludique est immédiate. Et ça explique le succès auprès des enfants de tous les ordinateurs, des consoles de jeux, des tablettes, des smartphones, etc. Alors, évidemment, ça pose la question d'un certain consumérisme par l'accession d'un savoir qui serait instantané, là, maintenant, tout de suite. Cette disponibilité des réseaux, quasi immédiate des réseaux, pourrait induire des illusions cognitives, et notamment cette illusion qu'on pourrait apprendre sans aucun effort. Et, je m'achemine vers la conclusion, c'est, en fait, je pense que le rôle d'une éducation au numérique serait justement de contrer ces illusions cognitives, à savoir que le numérique a toute sa place à l'école. C'est d'ailleurs un axe fort dans la loi pour la refondation de l'école de 2013. Mais simplement, c'est une activité de formation en lien avec la formation de l'esprit critique qui doit prévenir ce qu'on pourrait appeler des technopathologies, la paresse intellectuelle, la dévalorisation d'un savoir qui serait accessible en un seul clic, la vigilance critique qui permettrait de prévenir des dérives sectaires. Et donc, en fait, ça signifie, et ça sera ma conclusion, que dans cet accès au numérique, eh bien, la médiation de l'adulte est fondamentale et essentielle. Il y a un rapport très intéressant que j'avais lu quand il était paru, un rapport scientifique, L'enfant et les écrans, donc, qui a été écrit par Jean-François Bach, qui est le secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, Olivier Houdet, qui est un spécialiste de la psychologie du développement, Tisseron, dont j'ai parlé tout à l'heure. Et donc, ils indiquent quels devraient être les principes d'une pédagogie du numérique. Je ne vais pas les énoncer maintenant, on y reviendra tout à l'heure éventuellement. Mais je terminerai par une citation dans ce rapport qui me paraît intéressante parce que l'invasion du numérique est surtout susceptible de menacer des personnes particulièrement vulnérables et notamment les enfants. Donc je cite cette citation qui sera ma conclusion. Pour ce qui concerne le jeune enfant, la construction du rapport au corps d'abord et à la temporalité ensuite, dans une relation soutenue par l'engagement affectif avec un partenaire adulte, sont les deux bases sans lesquelles les possibilités du numérique risquent de se trouver utilisées plus tard dans le sens d'un évitement de la relation, voire de la pensée. La plus difficile à poser. Je peux parler sans micro, peut-être. Oui, pour l'enregistrement, c'est mieux. Ah, bon, parce qu'on... Ah non, on va passer le fil. On peut faire de la gymnastique aussi. Oui, pour rebondir sur la nécessité de la médiation dans le domaine du numérique, la médiation donc, qui consiste à ne pas coller à l'objet, à ne pas coller au désir, mais à avoir un certain recul, une distance. C'est mieux comme ça, oui. D'accord. Bon. Quitte à avoir un micro, parler dedans. Voilà. Je pense que c'est important d'essayer de caractériser un petit peu la signification du réseau, parce que qui dit numérique dit réseau. Et qu'est-ce que c'est qu'un réseau? C'est un dispositif avec des procédures de liaison, de contenu, et qui a pour utilité de densifier la consommation. On prend l'exemple du réseau électrique, qui arrive dans toutes les maisons, etc. On prend l'exemple du réseau d'adduction d'eau, qui va partout. Un réseau, le propre d'un réseau, c'est de densifier une consommation, de densifier la consommation d'un contenu. Alors, au niveau du numérique, ça va être la consommation de quoi? Ça va être la consommation d'images, la consommation d'informations, la consommation de communication, les réseaux sociaux, les mails, etc. La consommation d'affect, Twitter. En ce qui concerne le contenu de pensée, Twitter, c'est monstrueux, quoi. S'exprimer en 140 signes, c'est une gageure. La seule utilité de Twitter, c'est le punch, c'est l'affect.
Donc, ça me semble important de pointer le fait que le réseau numérique, cette réticulation, c'est aussi une certaine forme d'enfermement si on ne prend pas garde au fait qu'il faut arriver à, de manière métaphorique, voir un petit peu la lumière entre les mailles du réseau et ne pas être propulsé selon les voies de communication et les voies réticulaires qui sont bien balisées, uniquement. Voilà. Je ne sais pas si ça nécessite particulièrement une réponse, mais enfin voilà, c'était une explication qui était intéressante. Après, la difficulté de ces réseaux, c'est aussi que ça reste quelque chose de virtuel. Vous avez parlé de la virtualité tout à l'heure. Le réseau tel qu'il est utilisé, le réseau social notamment, il a d'intérêt que s'il se prolonge dans le monde physique. Et ça, c'est une difficulté, je trouve, aujourd'hui, c'est que le réseau uniquement virtuel, il a peu de sens tel quel, et par contre, il peut avoir un impact extrêmement négatif. Donc on a vu notamment avec Facebook, il y a eu pas mal de problèmes sur des jeunes qui sont un peu déstabilisés, qui vont répondre à des défis et qui finalement vont jusqu'à se suicider en direct voilà, pour répondre. On ne sait pas trop à quoi finalement. Donc c'est quelque chose d'extrêmement, un outil extrêmement intéressant parce qu'effectivement c'est un maillage très important, mais voilà, il faut réussir à se détacher de ce qu'il y a autour et réussir à le prolonger de manière physique pour qu'il y ait vraiment un sens derrière. Oui, alors le rapport dont je parlais tout à l'heure sur l'enfant et les écrans, ce rapport scientifique, indiquait donc que en fait, les réseaux sociaux auraient pour effet de renforcer les relations sociales, un petit peu comme tu disais, et qu'en fait, ça pourrait aussi jouer pour des jeunes qui auraient peut-être des problèmes, enfin pas des problèmes, mais qui un peu timides, ou qui auraient du mal à s'engager dans la relation, j'allais dire physique, dans la mesure où la relation sur les réseaux fait là aussi l'économie de la matérialité du corps, mais ça peut être un avantage parce que justement, c'est vrai que pour des jeunes, les effets d'image sont très importants, mais peuvent parasiter aussi des relations. Donc en fait, ça aurait plutôt des effets positifs parce que, bon, appartenir à une communauté d'amis, ça renforce plutôt l'estime qu'on peut avoir, et il paraîtrait que les jeunes, enfin certains, il y aurait une incidence, il y aurait un rapport de causalité entre le fait d'avoir des réseaux sociaux sur Facebook et l'estime de soi. Par contre, des jeunes qui se surexposeraient, on parlait tout à l'heure de l'extimité, c'est-à-dire cette surexposition de soi consistant à mettre d'abondance des photos de soi sous toutes les coutures, ça serait l'indice d'une estime de soi défaillante. Donc plus l'estime de soi serait faible, plus il y aurait une tendance à se surexposer. Et bien évidemment, c'est là où il y a une grande vigilance, parce que nombre de jeunes ont une estime d'eux-mêmes qui bien souvent est fragile, il y a une vulnérabilité, notamment au moment de l'adolescence. Et ce qui inquiète les personnes qui s'intéressent à l'éducation nationale, c'est la prévention du harcèlement et notamment du cyberharcèlement. C'est-à-dire que le cyberharcèlement augmente de manière inquiétante. Il faut savoir qu'il y a 1 jeune sur 10 qui se fait harceler. Et le cyberharcèlement, là aussi, augmente dans des proportions très inquiétantes. Et là aussi, ça peut être des rumeurs, ça peut être des jeunes qui ont été filmés lors de relations intimes qui sont ensuite diffusées sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai que la prévention du cyberharcèlement est un axe important sur un plan éducatif. Je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Jean-Philippe lorsqu'il a dit que les relations virtuelles, il fallait les compléter par des relations de visu. C'est ce que tu voulais dire.
Je suis inscrite sur un forum de lecteurs, des gens qui donnent leur avis sur des bouquins, qui ont choisi de communiquer par ce biais, qui ne se rencontrent pas de visu. Et pour certains, ça a été aussi un moyen de lutter contre la solitude, parce que justement, ils peuvent échanger par ce biais. On organise des chats en direct avec des auteurs et ils n'auraient jamais eu l'occasion de rencontrer des auteurs ailleurs. Donc est-ce que le numérique, ça n'a pas été aussi un progrès pour lutter contre la solitude de certains ? Parce que sur ce forum de lecture, on a des gens qui ont 18 ans, d'autres qui en ont 80, et toutes les tranches d'âge sont représentées. Et quand le soir, ils se connectent parce que ce soir-là, on a invité tel auteur et qui va discuter en direct avec eux, sans caméra, hein, je précise, uniquement par texte. C'est des gens qui vivent un moment fort et qui ne pourraient pas le vivre parce qu'ils ne viendraient pas à la fête du livre, parce qu'il y a trop de monde, etc. Donc est-ce que c'est pas aussi voilà, un moyen de lutter contre une certaine forme de solitude ? Alors oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Après, il faut pour moi faire la distinction entre un outil de type forum, où on est là pour échanger sur un sujet, où on va juste échanger du contenu écrit, où il y a un contact mais qui se fait uniquement par message, et un réseau social où il y a vraiment une notion de partage de sa vie, vraiment de sa vie jusqu'à la vie la plus intime. Voilà, c'est tout à fait différent. Pour moi, c'est des outils qui sont pas les mêmes, et il peut toujours y avoir des dérives sur un forum, mais on s'expose moins, on s'expose beaucoup moins. Dans le réseau social, notamment Facebook, après, voilà, il y a des réseaux sociaux qui sont destinés aux échanges professionnels, voilà, mais notamment Facebook, il y a vraiment cette idée d'étaler sa vie privée auprès du plus grand nombre. Donc c'est une dérive, on peut l'utiliser évidemment de manière différente, mais on est quand même quasiment obligé de renseigner son nom, son prénom. On nous suggère en permanence de renseigner notre géolocalisation, de renseigner notre humeur du jour. Voilà, il y a quelque chose d'un peu malsain dans ce partage d'informations qui est absolument pas nécessaire pour un épanouissement personnel. Mais je suis tout à fait d'accord. Un forum voilà, de lecteurs ou d'autres choses, un forum, j'en sais rien, de fans de sport, ça permet d'échanger, ça permet de lutter contre une forme de solitude. Mais il n'y a pas de surexposition personnelle. C'est la nuance que je vois entre ces outils. Comme j'ai pas vu, je suis arrivé un petit peu en retard. Ah, c'est le fil. J'ai un problème de connexion, ça c'est le réseau qui va être coupé. Alors, il y a des choses, je ne suis pas tout à fait d'accord au niveau du réseau. Maintenant, je pense qu'un État peut être complètement retourné. Il y a peut-être 10 ou 15 ans, ça n'existait pas et il n'y avait pas ce souci-là. Maintenant, je pense qu'un État, on l'a déjà vu, un pays peut carrément avoir une révolution lié donc à un réseau, donc ça peut être très très important. Je pense que c'est même dans l'essentiel. Je pense que dans certains pays, il devrait faire attention parce que maintenant on sait très bien que rapidement l'information peut se propager de partout. Il peut y avoir une révolution dans un pays grâce à cause d'un réseau. Donc ça, on n'en a pas parlé. Il me semblait que c'était un petit peu contradictoire par rapport à ce que vous avez dit. Il y a aussi le côté de l'interface. Moi, je suis pas tout à fait d'accord. Je pense que maintenant, évidemment, il y a une interface, mais on veut tout faire pour qu'on n'y ait plus. Je pense que dans quelques temps, bon, on n'en parlera peut-être pas. Mais dans l'avenir, ça sera d'un plan. On va essayer d'éviter cette interface. L'interface est presque encore quelque chose qui est un petit peu devant soi et on a envie, alors ça sera pas cette génération-là, ça sera peut-être pas la prochaine, mais on va y arriver, on va faire de l'implant pour de telle sorte qu'on n'aura plus cette interface-là et on sera complètement connecté à l'ordinateur directement, ça sera donc un implant dans les neurones. Ça va se faire, ça c'est clair. On le veut pas, nous, les prochains peut-être pas, mais de toute façon, dans tous les cas, on n'aura pas à dire ni oui ni non, ça se fera. Ça c'est comme le livre, quand on dit que le livre, il va disparaître, ça va être le livre numérique, il y en a beaucoup qui disent, mais non, ça va pas disparaître, mais si, parce que ceux qui naissent maintenant, ils ont absolument, excusez-moi de dire, mais ils en ont rien à foutre de tourner une page. Ils veulent maintenant avoir une tablette. Vous le mettez une page et vous faites tourner. Ils ne veulent pas. Ça, de toute façon, ça sera juste une question de génération. Ça, c'est la génération qui va décider de l'avenir. Et puis la troisième, je l'ai oublié, c'est la plus importante, mais bon, je l'ai oublié, ça reviendra après. Je l'ai oublié. Du coup. On fera une révolution pour Il y a un qui se lance de vous deux. Si on
Oui, J'ai pas grand-chose à dire. En fait, ce qui est posé, c'est la question des libertés. Et effectivement, les ressources techniques infléchissent, enfin techniques numériques, infléchissent nos ressources réflexives, cognitives. C'est-à-dire que quand on utilise là aussi avec le numérique, quand on procède par exemple à un moteur de recherche, c'est vrai que les données qui nous sont proposées sont fournies par des outils algorithmiques que nous ne disposons pas totalement librement. En même temps, c'est un merveilleux outil. Bon, s'il avait fallu faire, là aussi, l'écriture d'une thèse, quand on peut consulter, là aussi, une bibliothèque numérique, c'est merveilleux. On économise des heures et des heures, ça c'est certain, s'il fallait physiquement aller dans telle ou telle bibliothèque. Après, le problème que vous posez, c'est toute cette extension aussi d'un marché numérique. Donc, il y a à la fois la question de la liberté, puis je dirais qu'il y a les rapports qu'entretient le numérique avec le marché. Et c'est vrai, j'avais noté quelque chose sur Frédéric Kaplan, dans un article du Monde diplomatique, disait « Vers un capitalisme linguistique quand les mots valent de l'or ». C'était le titre de son article. Alors c'est pas tout à fait ce dont vous parliez, mais c'est par rapport, c'est les rapports qui existent entre l'économie et le numérique. Alors voilà ce qu'il disait, j'avais trouvé ça amusant. Le succès de Google tient en deux algorithmes. L'un qui permet de trouver des pages répondant à certains mots l'a rendu populaire. L'autre qui affecte à ces mots une valeur marchande l'a rendu riche. Donc on ne peut pas faire l'économie de tous ces enjeux. Également, de tous ces enjeux financiers. Alors rapidement pour répondre sur le premier point, donc je suis tout à fait d'accord qu'il y a eu des révolutions, notamment dans le monde arabe, qui ont été déclenchées grâce aux réseaux sociaux, mais ça a été le prolongement physique des interactions virtuelles qu'il y avait eu dans un premier temps. La révolution, elle n'aurait pas eu lieu s'il n'y avait pas eu le prolongement dans le monde physique. Donc c'est ça que je veux dire, c'est que l'interaction virtuelle, si elle n'est pas suivie de quelque chose de physique dans le monde réel, elle n'a pas d'intérêt et elle peut avoir un impact quasiment que négatif à quelques exceptions près. Du moins, c'est mon point de vue. Sur l'histoire des implants, je suis assez d'accord avec vous. Malheureusement, je pense qu'on va finir par y arriver, parce qu'on est dans une sorte d'adaptation. Petit à petit, finalement, on nous laisse pas le choix. La société, elle avance dans la direction du tout numérique, et nous, on n'a rien à dire, quoi. C'est comme ça. Maintenant, vous n'avez pas le choix. Enfin, vous avez peut-être encore le choix de déclarer vos impôts sur une feuille de papier, mais enfin voilà, à terme, il y a plein de services qui vont être virtualisés. On en pense ce qu'on en veut. C'est bien, c'est pas bien, c'est pas la question. La question, c'est de ne pas avoir le choix et qu'on nous impose un changement de société. Il y a deux personnes qui s'appellent Pièces et Main d'œuvre, qui font des travaux, ils sont sur Grenoble, et qui font des réflexions par rapport à tout ça. Et ils expliquent que pour eux, c'est une violence incroyable qui est faite à l'être humain, d'avoir une société, quand on a, je sais pas, 60 ou 70 ans, qui est totalement différente de celle qu'on a connue quand on était jeune. Et c'est vrai que c'est quelque chose de violent, d'avoir ce changement-là. Donc nous, peut-être qu'on le vivra effectivement quand il y aura les implants qui seront généralisés. Donc, il y a effectivement des vraies questions à se poser, qui sont des questions idéologiques, des questions politiques. Est-ce qu'on a envie de ça ou pas? Et là, le problème, c'est qu'on ne nous laisse pas le choix. Mais c'est parfois fait sur la base du volontariat aussi. Récemment, en Belgique, il y a 5 ou 6 personnes d'une entreprise qui ont choisi volontairement de se faire implanter une puce sous la peau pour ouvrir la porte de leur bâtiment et allumer leur poste de travail. Parce que c'est plus pratique que d'avoir une carte. Sauf que vous imaginez toutes les dérives qu'il peut y avoir. Déjà, au-delà du fait d'avoir un implant sous la peau, en termes de santé, on ne sait pas trop ce que ça donne, mais il y a tout le problème des données qui peuvent être récupérées. Enfin, c'est extrêmement dangereux. Mais c'est fait sur la base du volontariat, parce qu'on nous habitue, on nous conditionne à ça, et on nous fait penser que c'est une évolution qui est normale, et que forcément ça doit aller dans ce sens-là. Mais c'est pas forcément vrai. Et je conclurai juste en disant que pour moi, il faut faire attention
à rester humain. C'est ça la grande difficulté avec le tout numérique, c'est qu'on finit par perdre ce qui fait de nous des humains. Je veux juste une petite anecdote en contrepoint de ce qui a été dit. Donc, ma mère âgée est partie en Éthiopie et pour organiser son voyage, elle s'est aperçue qu'elle n'était pas autonome, ne disposant pas d'Internet, et elle a ressenti un sentiment de, comment le qualifier, d'impuissance, mais le terme est faible, de ne plus symboliquement pouvoir appartenir à ce monde. Oui, mais c'est plus que ne plus être dans le coup. C'était quelque chose qui était vraiment vécu comme une blessure, en quelque sorte, parce que elle ne pouvait pas être autonome alors qu'elle l'était par ailleurs à tout point de vue. Et bon, elle a dû faire appel à moi pour organiser son voyage. Et je pense aussi sur le plan médical, hein, effectivement, l'idée c'est qu'on soit connecté, que toutes nos données soient connectées et qu'on fasse l'économie de cette interface humaine. Le problème, c'est que dans le monde rural, il y a de moins en moins de médecins. On sait que c'est un problème vif sur le plan sociétal. Et comme il y a de moins en moins de médecins dans le monde rural, il y aura de plus en plus, justement, on aura de plus en plus à faire à l'outil numérique. Le problème, et j'en suis ravie, c'est qu'il y a des zones encore où on ne peut pas se connecter. Donc ça va être très compliqué. De moins en moins, mais il y a encore des zones où il est difficile d'avoir une connexion. Donc il y a un certain paradoxe. Je ne sais pas trop m'exprimer. Par contre, je suis d'accord avec ce que le monsieur vient de dire. Les films de science-fiction nous montrent. Mais moi, j'estime qu'on peut quand même résister. Il y a des gens qui résistent à ça. Et c'est pas des vieux. Il n'y a pas que des vieux qui résistent. Il y a des jeunes. Et on a quand même. On veut quand même garder notre liberté. Moi, je ne supporte pas l'idée qu'on est emmené dans une spirale et un jour, cette spirale, elle va exploser, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas possible c'est pas possible, quoi. L'humain, et même des personnes qui travaillent dans l'informatique, enfin, ou dans tout ce qui est l'informatique high-tech, je pense qu'il y en a qui, à un moment donné, ont disjoncté. Hein, on est d'accord. Je pense que l'humain, voilà. Et alors, pour reprendre ce que disait Madame, au niveau de la lenteur qui est nécessaire pour l'apprentissage des choses, je pense qu'il faut y revenir à ça. C'est indispensable, même, voilà. Bon, il y aurait des tas de choses à dire, mais moi je refuse cette spirale accélératrice. Voilà. Oui, juste quelques mots rapidement. Je fais partie des personnes qui ont, bon, peut-être pas disjoncté, mais qui ont quitté le monde de la recherche en partie pour ça, parce que c'est, je trouve qu'il y a des dérives qui sont beaucoup trop importantes et qu'on n'a pas, on n'a pas de recul finalement là-dessus. Et je suis d'accord avec vous, il y a des gens qui résistent, mais le problème c'est que la société, dans sa globalité, elle va dans cette direction-là, et quelque part, on nous laisse que peu le choix. C'est très compliqué. Déjà, aujourd'hui, si vous n'avez pas Internet, vous êtes en marge pour pas mal de choses. Bientôt, ça va être la même chose avec les smartphones. C'est encore possible de vivre sans smartphone, même sans téléphone portable, et heureusement. Mais de plus en plus, on doit passer par ces outils-là, parce qu'on estime que c'est normal, et que c'est comme ça, et que tout le monde doit s'adapter. Donc ça devient très compliqué de résister en restant intégré à la société quelque part. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Que ce soit, je peux prendre d'autres exemples, les titres de transport dans le tram, vous avez encore des titres papier, mais il y a de plus en plus de titres magnétiques. À terme, vous aurez que des titres magnétiques. Alors on peut se dire, bah c'est pas grave. Oui, mais il y a quand même une notion de collecte de données derrière, il y a une notion de flicage, c'est pas transparent, on ne sait pas ce qui se passe derrière. C'est ça qui est dangereux.
Le problème, c'est qu'on n'a pas notre mot à dire, parce que c'est des structures qui sont privées, qui vont dans cette direction-là, et même les structures publiques, finalement, vont dans cette direction-là. Donc c'est très compliqué de résister à son échelle. On peut dire non aussi, non. On parlait de faire la révolution avec le numérique, et bien là on peut bien... je veux dire, ça c'est de la servitude volontaire, ce que vous dites, on n'est pas obligé non plus d'accepter tout ce qu'on nous impose. Là on est sur des injonctions, pour moi c'est totalitaire, quoi. Enfin bon, c'est un outil, que ça soit une facilité, certes, la voiture permet de faire des choses, mais là on en devient esclave, ça s'appelle la servitude volontaire. Enfin, je ne sais pas s'il y a... Et des jeunes, je suis d'accord avec ma voisine, moi j'ai des enfants qui sont à peu près de votre génération, qui refusent aussi, qui ont des outils, qui les utilisent, mais qui refusent d'aller sur Facebook, qui refusent de mettre des photos. Mais je crois que là, c'est ça, c'est aussi dire non, c'est ça notre liberté, notre libre arbitre. Il faut être plus nombreux à être libre, quoi, en fait. Oui, mais je suis tout à fait d'accord avec vous, mais le problème, c'est que il y a un modèle qui va devenir le modèle unique, quelque part. Si je prends un autre exemple qui me vient à l'esprit, il y a les voitures autonomes. C'est quelque chose qui commence à devenir une réalité. On peut imaginer que dans 20-25 ans, ce ne sera pas possible d'acheter autre chose qu'une voiture autonome. Donc ce sera, soit j'achète une voiture autonome et je me soumets malgré moi à ça, soit j'achète pas de voiture. Voilà, une carte STAS magnétique. Je suis tout à fait d'accord qu'on peut dire non sur certains éléments, mais la société nous impose beaucoup d'autres choses. Alors, beaucoup de monde ont beaucoup de questions, donc je vais en profiter en tant que gardien du temps pour arrêter le temps pendant 5 minutes. Gardez vos questions, on ne va pas les mettre de côté, vous les reposerez après, il est l'heure de faire une pause. Donc en tant que gardien du temps, je donnerai la parole à Alexandra pour qu'elle nous fasse sa petite... Juste, avant qu'on commence la bibliographie, je voudrais répondre au monsieur sur le livre numérique parce que je suis directement concernée, c'est mon métier quand même. Pardon. Je voulais vous parler du livre numérique. Oui, vous avez raison, on parle beaucoup du livre numérique. Maintenant, il y a une réalité technologique aujourd'hui. Le livre numérique ne concerne que 1% de nos ventes, et encore. Aux États-Unis, ils étaient partis billes en tête, ils sont en train de revenir sur ce qu'ils font aujourd'hui. Je voulais amener mon livre numérique, je vais vous le montrer, je l'ai. Voilà, c'est ça. Technologiquement, c'est complètement imparfait. Les livres, ils ont 500 ans. Ils ont résisté à tout. Celui-ci, dans 500 ans, il n'y sera plus. Les textes que j'ai mis dedans, où est-ce qu'ils seront? Qui sera gardien de ces textes? Qui les passera? Alors, technologiquement, mon livre papier, il tombe jamais en panne. Je peux le laisser à mon enfant. Je peux l'emmener dans mon bain. Il tombe dans le bain. Bon, c'est embêtant, mais je le ferai sécher. Il y a eu des grands incendies de bibliothèques, on est d'accord. Mais globalement, il y a une duplication des textes qui existent sur numérique, mais c'est quand même différent. Ce que je veux dire, c'est que le modèle numérique aujourd'hui est totalement incomplet. Il n'est pas intéressant du tout. Sans doute, oui, demain, le livre numérique sera différent. Ce sera un autre média que le livre papier. C'est même une évidence. En fait, celui-ci ne présente aucun intérêt. Je le ferai passer si vous voulez le voir. Pour répondre à un autre point, on a fait une étude sur les jeunes de 15 ans. Ils sont aussi réfractaires à l'idée de lire en numérique que leurs aînés. C'est-à-dire qu'ils préfèrent encore le livre papier. Et moi, je peux vous l'attester, je les vois tous les jours. Effectivement, il y a une disparité dans la société. Il y a des gens qui ont moins accès aux livres que d'autres. Mais on parlait de médiation, on en est là. Et puis, en fait, quel est le problème du livre numérique pour vous ? Est-ce que c'est la technologie ou est-ce que c'est le média? Parce que c'est intéressant de diffuser des textes. Moi, j'ai une liseuse parce que je lis énormément. Parce que mes éditeurs ne me donnent pas en avance tous les textes parce que l'impression papier coûte cher, donc ça me permet en fait d'en télécharger énormément. Quand je pars en voyage, je peux partir avec plus d'une centaine de livres. Autant vous dire que moi l'été, en ce moment, j'emmène 2 caisses pleines pour pouvoir lire. Donc là, ça me gagne quand même du poids. Quel est le problème du livre numérique? Est-ce que c'est le médiateur? Et oui, c'est ça le problème. C'est si on publie tout et n'importe quoi demain, qu'est-ce qu'on lira? On lira parce qu'il y aura des médiateurs pour vous dire si ce texte-là vaut la peine, s'il est intéressant, s'il est fiable, s'il est vérifié. Et ça, c'est notre travail. Donc peut-être que des livres papier n'existeront plus dans 100, 200 ans, mais les médiateurs du livre existeront encore. Et ça, c'est aussi pour ça que je suis là. Très bien défendu votre travail. Et qu'on est à la médiathèque. Oui, la médiathèque. Par l'écrivain qui veut publier son livre
numériquement, c'est facile, ça lui coûte rien, alors que s'il faut qu'il trouve quelque chose... Alors j'ai une réponse pour ça, à ça pour vous aussi. C'est-à-dire que j'ai reçu il y a 15 jours une auteure qui a publié d'abord sur Wattpad ou sur la plateforme Amazon. Sauf que pour que son livre soit lu, ça veut dire qu'il faut qu'elle y passe sa journée à le faire remonter dans les statistiques, il faut qu'elle le brade, il faut qu'elle soit là tous les jours et il faut qu'elle écrive un nouveau roman tous les 6 mois. Ça, c'est elle qui nous l'a dit. Donc en fait, pendant les 6 premiers mois, elle était très contente, elle a continué à animer son truc, elle y passait beaucoup de temps. Hein. Et puis finalement, elle a compris qu'un éditeur papier, c'est intéressant. Et elle ne reviendra pas dessus. Après... Allez, la bibliographie. La bibliographie. Juste une petite image pour... Et donc ensuite, alors, je commence en fait avec ce qui s'appelle un MOOC, c'est un nouveau format de livre, qui est en fait une fusion entre le magazine et le livre, book, en fait MOOC vient de book. Ça permet un travail journalistique très pointu qu'on ne trouve pas forcément aujourd'hui dans la presse. Parce que ce sont, pour la plupart du temps, des livres sans publicité, ce qui n'est pas le cas dans les magazines. Donc France Culture est édité par Place des Victoires. Celui-ci fait 14,90 €. On peut le commander sans problème. Le fait que ce soit un numéro, ça ne pose pas un problème. Voilà, il est toujours édité. Et donc celui-ci, justement, s'intéresse à l'avenir que nous promet le numérique, selon beaucoup d'aspects qu'on n'a pas abordés tout à l'heure, notamment la santé, les déplacements, la vie, etc. au quotidien. Donc c'est intéressant pour faire un tour d'horizon. Le suivant, la ville intelligente pour les nuls, c'est qu'est-ce que va être la ville demain, justement, cette ville connectée qui va vous permettre sans aucun doute pas mal de choses. Parce que, oui, l'invasion du numérique, ça fait peur, je suis tout à fait d'accord avec vous pour pas mal de choses, mais il y a peut-être aussi des avancées techniques qui vont nous permettre une vie meilleure. Peut-être qu'il y aura moins d'accidents de voiture parce que dans la route, vous aurez des détecteurs qui arrêteront votre voiture alors que vous alliez emplafonner le bus. Je peux vous assurer que devant la librairie, ça arrive tous les jours, donc ça peut être pas mal. Le suivant, c'est la révolution de la e-santé. Alors, aux éditions Erol, par Alexis Normand, c'est un ouvrage de vulgarisation scientifique qui va vous présenter tout ce qui va changer dans le monde de la santé, justement, grâce ou à cause des nouvelles technologies. Les objets connectés, on pense aux gens qui vont faire leur footing avec leur bracelet pour savoir le rythme de leur pulsation cardiaque, leur tension, leur taux de cholestérol, que sais-je. Peut-être qu'effectivement, dans les déserts médicaux, ça a un intérêt. Vous verrez dans celui-ci pas mal de questions abordées. Puisqu'on parlait de résister, puisqu'on parlait de comment on fait pour préserver nos données, puisqu'elles partent on ne sait où, voilà un livre qui justement se pose beaucoup de questions sur les datas, les données qui circulent librement finalement, celles qu'on a données volontairement ou involontairement, quoi en faire, comment le résister, comment s'en prémunir. Alors là, c'était un ouvrage plus général, à nouveau comme le premier que je vous ai présenté, aux éditions Kawa, qui est justement souvent une édition en ligne, de tout ce qui va être transformé dans nos vies grâce aux nouvelles technologies et au numérique. Alors, grâce et puis tout ce qui ira pas de soi. Et puis, il faut penser aux enfants, puisque c'est l'avenir et puisque c'est eux qui vont nous transformer en robots. Ça, c'est une nouveauté, Copain des Geeks. Alors, vous connaissez sans doute cette collection chez Milan qui parle de nature, qui est extrêmement bien faite. C'est le premier documentaire grand public pour enfants, pour adolescents sur ce thème-là. Il n'en existait pas, il sort tout juste là cette semaine, et qui présente aux jeunes, justement, les objets connectés, l'utilisation qu'on peut en avoir du numérique, les dangers et les bienfaits également. Et pour terminer, c'est un roman pour adolescents. Et donc celui-ci, de Sophie Rigal-Goulard chez Rajo, c'est une fratrie qui se voit punie et qui va devoir passer 15 jours de vacances complètement déconnectés, sans réseau, sans tablette, sans smartphone, sans rien. Et donc justement, c'est comment on recrée le lien social, qu'est-ce qui est réellement important dans la vie. Sachant que le portable, on sera quand même content de le retrouver dans 15 jours. Et voilà pour moi. Merci Alexandra, c'est toujours intéressant. La diapo consacrée aux lunettes Google, parce qu'on parlait beaucoup tout à l'heure d'une innovation qui semble s'imposer à nous. Et les lunettes Google, si je me souviens bien, je m'y suis intéressé il y a
3, 4, 5 ans, quand ici même, à la médiathèque, en collaboration avec la Comédie de Saint-Étienne, était organisée une table ronde sur l'homme augmenté. C'est la Villa Gilet, je crois, qui est à l'origine de ça. Donc, à l'occasion de recherches que j'avais faites pour des élèves, je m'étais rendu compte que voilà, l'homme augmenté, les lunettes Google, ça contribuait justement à augmenter l'image. Je me suis dit, ben voilà, ça va s'imposer dans le marché comme le smartphone s'est imposé. Et en fait, pas du tout. À ma connaissance, ça n'a pas pris, les lunettes Google. Alors pourquoi ? Alors juste un petit complément, effectivement, c'est la lunette Google que j'ai montrée, c'est la deuxième mouture. La première a été un flop, pas possible, et c'est une deuxième version. Cette deuxième version, elle apporte quoi? Enfin, on va connaître le prix aussi. Je ne sais pas. Le prix, pour est-ce que vous connaissez le prix? Alors, ouais, juste pour situer, j'allais y venir. Qu'est-ce que c'est que les lunettes Google? C'est des lunettes dites de réalité augmentée. C'est-à-dire que vous voyez à travers ces lunettes, voilà, vous voyez, c'est transparent, mais si vous interagissez avec votre environnement, avec certains éléments, vous allez avoir des informations, ça peut être des informations textuelles qui s'affichent. Donc par exemple, ce qui était expliqué, c'est je vais voir un monument, et ben vous voyez ce que c'est les flashcodes? Voilà, je flash. La dernière diapo, il y en avait un. D'accord. Je flash le code qui correspond au monument et je le regarde, et là sur le côté, sur la lunette, s'affichent des informations que je peux lire en regardant le monument. Voilà, donc c'est la réalité augmentée. C'est différent de la réalité virtuelle. La réalité virtuelle, c'est que vous êtes immergé entièrement dans un monde virtuel. La réalité augmentée, c'est la réalité telle qu'on la voit, avec des informations supplémentaires qui s'affichent sur un écran à travers lequel vous voyez. Alors effectivement, ça a été un flop. Alors, les explications, c'est toujours difficile d'en donner. Ce que j'ai vu, c'est que ça avait été amené trop tôt. Ils ont estimé que finalement, ils avaient un peu anticipé l'évolution, la demande du marché, le fait que les gens soient prêts pour cette technologie-là. Et ils se sont dit finalement, c'est trop tôt, et c'est pour ça que ça n'a pas fonctionné. Après, c'est des coups de poker aussi commerciaux, et voilà, il y a des choses qui fonctionnent, il y a des choses qui ne fonctionnent pas, et il y a probablement des objets connectés qui ne fonctionneront jamais. Mais voilà, ce que je voulais dire, c'est que la société évolue quand même dans une direction de plus en plus vers le tout numérique, quoi. Et peut-être que dans quelques années, les lunettes Google ce sera normal de porter des lunettes Google, peut-être que ce sera jamais normal. On ne peut pas le savoir pour un élément particulier, mais c'est plus sur un environnement global. Alors, je peux répondre aussi à la question pourquoi ça n'a pas marché aussi. Une partie, c'est qu'en fait, le problème, c'est que quand on communique avec quelqu'un, on le regarde avec les yeux. Et le problème, c'est que ce système connecté, on a les lunettes devant et on sait très bien qu'on peut filmer ou photographier. Et donc, en fait, on a un système d'espionnage. Et ils se sont rendus compte qu'en fait, que c'est ultra agressif quand on voit quelqu'un, on reconnaît la lunette connectée. Et là, soudainement, on n'a plus envie de parler avec la personne parce qu'on ne sait pas si on est photographié. Et là, ils ont un gros problème actuellement. Ça va être assez difficile. C'est vrai qu'on a tous un téléphone et d'habitué. Mais si vous mettez des lunettes, vous regardez la personne, vous ne savez pas du tout ce qu'elle fait, si elle est en train de vous enregistrer ou pas. Et là, évidemment, il y a directement l'interface, regard sur regard. C'est pour ça que ça... C'est du temps de travailler à la CIA. Donc j'en profite aussi pour vous dire qu'il y a un an, on a fait un café dans ces philos sur la réalité augmentée, entièrement consacré à la réalité augmentée. Bon bref, donc soyez à nos cafés. Bonjour. Donc on sait que la rapidité de l'évolution des technologies entraîne des désordres dans les sociétés d'une manière systématique et générale. Et donc je me posais des questions en relation avec l'invention du numérique et son utilisation, disons, qui englobe tout, quoi, maintenant, le monde entier. L'incidence donc de cette chose-là sur sur la démocratie dans les pays, sur la liberté des gens, sur les systèmes démocratiques, sur l'évolution politique des milieux démocratiques ou totalitaires, quoi. Est-ce qu'on peut parler et dire des choses
sur cette question-là. Je pense par exemple tout bêtement, au droit de vote et au vote qui utiliserait des systèmes technologiques complètement opaques et dont on sait qu'ils sont piratables facilement en dépit de tout ce que peut dire n'importe qui. Merci. C'est difficile de savoir quel peut être l'impact. C'est une question qu'on doit se poser quand même. Tout à fait. Après, c'est très difficile à quantifier. Si on refuse de voir le problème en face, si on ne se le pose pas, il ne sera jamais résolu. Tout à fait. Après, il y a des personnes qui vont estimer que c'est pas un problème. Enfin, non, mais voilà, personne, c'est nous. Bah oui, oui, tout à fait. Mais il faut répondre aussi en liaison avec ce que vous avez évoqué tout à l'heure. Après, pour la question des systèmes démocratiques, effectivement, les systèmes de vote électronique peuvent être piratés, et comme vous dites, il y a des choses assez opaques, donc il faut avoir une grande confiance en les dirigeants politiques qui vont mettre en place des systèmes tels que ceux-là. Le problème, c'est toujours le même, c'est la centralisation des informations. Si c'est centralisé vraiment à un endroit, c'est toujours plus compliqué que quand c'est décentralisé, donc là avec notamment plein de bureaux de vote qui font chacun remonter les informations. Donc, c'est des questions qu'il faut se poser effectivement, mais je ne sais pas quel peut être l'impact. En tout cas, le numérique, effectivement utilisé par les régimes totalitaires, c'est des questions très, très importantes, puisqu'ils ont des moyens de diffusion qui sont énormes, et on voit notamment Après, il y a les deux côtés, c'est-à-dire qu'un régime totalitaire qui a la main sur ces outils-là peut diffuser énormément d'informations, mais en même temps, les citoyens et citoyennes ont accès aussi à des informations via le réseau Internet qui sont décentralisées et qui sont beaucoup plus faciles à obtenir par un réseau comme celui-là que lorsqu'il n'existait pas. Tout est une question de maîtrise de l'outil et de l'utilisation qu'on en fait. Enfin, le risque pour moi existe aussi dans les sociétés démocratiques. Hein. Et il y avait eu justement, c'était accès à des données sur le plan politique. C'était Angela Merkel, non? C'était. Oui, c'est un peu qui s'était fait. Voilà. Écouté par la NSA. C'est ça. Et pour moi, ce qui est totalitaire, le totalitarisme, c'est un petit peu. C'est la transparence absolue. Et il y aurait en quelque sorte un totalitarisme mou dans le fait que, de manière insidieuse, il y a une surveillance, enfin c'est cette surveillance des citoyens lambda déjà. Donc à travers cette surveillance ordinaire, et ce qui m'inquiète, c'est que nombre de personnes interrogées, notamment des jeunes, considèrent que la confiscation de leurs données n'est pas problématique. Et le raisonnement de certains jeunes, moins jeunes peut-être, c'est de dire « mais je n'ai rien à cacher ». Je n'ai rien à cacher, donc il n'y a pas de problème. Et c'est vrai que cette espèce de traçabilité sans faille est très inquiétante et potentiellement totalitaire. Et là aussi, je pense qu'il est important de s'en préserver et qu'il peut peut-être y avoir une résistance par rapport à ça, parce que c'est une atteinte à des libertés fondamentales. Je voulais poser une question simplement. Jusqu'à présent, c'était quand même l'État les États qui étaient les garants, protecteurs des libertés publiques. Comment réintroduire l'État quand on voit la puissance de GAFA, des choses comme ça? Alors on le voit quand même parce que, sur le point de vue fiscal, finalement, on arrivait à dire jamais on y arrivera, et puis finalement on est quand même arrivé à pouvoir taxer certaines entreprises, donc ça doit être possible, et je me dis que ça doit être aussi possible au niveau des libertés de pouvoir de nouveau avoir un poids à l'échelle des États, mais comment réintroduire tout ça? Alors, du point de vue technique, parce que je sais pas, j'ai l'impression qu'on est à la peine quand on est à la tête d'un État par rapport à toutes ces entreprises, mais est-ce qu'il y a quelque chose, un espoir de ce côté-là, puisque c'était quand même l'État qui était garant des libertés publiques? Pour compléter ce que dit monsieur, j'ai entendu une émission il n'y a pas très longtemps. Je ne sais plus exactement quel pays, mais un pays du Nord, je ne sais plus si c'est la Suède, la Norvège, enfin c'est un pays du Nord,
ils ont carrément supprimé la monnaie. C'est peut-être le Danemark, c'est possible. Donc, ce qui veut dire que même quand vous achetez une baguette, vous êtes obligé de la payer avec une carte bleue. Et et un Français qui était là-bas a essayé de payer quelque chose avec un billet du numéraire, en fait, et bien ça a été impossible. Alors ça c'est très inquiétant parce que ça veut dire qu'avec la connaissance de votre carte et des achats que vous faites, vous avez une traçabilité qui est à 100%. Et ça rejoint ce que disait monsieur, c'est-à-dire si ça tombe dans un état qui n'est pas tellement un état de droit, ben, ça va poser un gros problème par la suite. Hein. Et puis il y a une toute petite chose que je voudrais ajouter sur le sujet des livres numériques. Ça a des inconvénients, bon, mais ça a un avantage pour des personnes de mon âge, c'est qu'on peut grossir plus ou moins les caractères. Alors, je pense que les deux ont une raison de vivre. Voilà. C'est bon, merci. Il y a un autre danger dont on n'a pas parlé ce soir, ce sont les cyberattaques. Et on a vu ces derniers temps avec les cyberattaques à l'échelle mondiale qu'effectivement ça peut avoir des répercussions énormes sur les sociétés. En particulier, ça peut paralyser des pans entiers d'hôpitaux et des sociétés. Donc c'est vrai que je pense que ça mériterait qu'on en parle un petit peu. Attends, pardon. Pour compléter, la panne totale, je crois que le premier des dangers, c'est qu'au Danemark, si ça tombe en panne, si c'est hacké bien sûr, mais voilà, je crois qu'il y a la panne. Et puis pour être optimiste aussi, je crois qu'effectivement, il y a quand même une manière de... On ne vit pas que sur un smartphone. On peut aimer les iPads, on peut aimer, mais on aime toujours les arbres, on aime toujours le soleil. Enfin, il faut vivre. Je crois que la plus belle des choses, c'est de vivre. Et après, on utilise des choses, mais moi je dis que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Bon, je crois que c'est pas de moi, mais... Derrière toi. Non, attendez. Il y a quelqu'un qui veut parler. Pas de souci. Qui était venu sur Salut les Terriens, et il avait expliqué que Google travaillait sur l'éternité, sur 3 phases, et j'aimerais que vous expliquiez plus ça, si vous avez des connaissances. Et je voudrais aussi nuancer les propos, parce que sur Internet aussi, il y a des trucs qui sont assez intéressants, on peut s'exprimer librement. Par exemple, à l'heure actuelle, quand on regarde la presse française écrite, elle est accaparée par les multinationales, donc on peut se poser la question de l'intégrité du journalisme, alors qu'au contraire, Mediapart, qui est un média indépendant, qui se trouve sur Internet, et qui dénonce beaucoup plus que d'autres médias écrits et non numériques. Voilà. Est-ce qu'il y a une réponse ? Ok, alors il y a beaucoup de choses qui ont été évoquées. Je vais essayer d'y répondre un petit peu dans l'ordre. Si j'oublie des choses, vous me les rappelez au fur et à mesure. Alors, dans un premier temps, sur la puissance des multinationales et le rôle que l'État a joué, l'État peut reprendre un petit peu la main avec la législation, mais c'est toujours très compliqué parce que le numérique, c'est quelque chose qui va extrêmement vite. Et il y a toujours des moyens de contourner en allant installer le siège et les serveurs dans un autre pays. Voilà, donc c'est super compliqué. Après, il y a quand même des législations qui existent, notamment Facebook en Europe a l'obligation, si vous leur demandez, de fournir toutes les données qu'ils ont sur vous, ce qui n'est pas le cas par exemple aux États-Unis. Mais ça, c'est valable parce qu'ils ont leur siège en Irlande. Voilà, donc il y a des choses qui sont possibles par la législation. Après, c'est des multinationales qui sont extrêmement puissantes financièrement, donc c'est toujours compliqué de s'y opposer. Il y a notamment beaucoup de romans de science-fiction où vous voyez les multinationales qui finissent par prendre le pouvoir. Bon, j'espère qu'on n'en arrivera pas là, mais voilà, c'est des risques qui existent. Et la deuxième chose que je voulais évoquer, c'est que parfois l'État a aussi intérêt à travailler avec ces multinationales. Même quand on est dans un état de droit,
s'ils ont la possibilité de récupérer des informations sur des personnes ciblées et voilà, d'en faire un certain usage, c'est quasiment tout bénéfice pour eux. Il faut faire très très attention quand vous vous inscrivez sur des sites qui vous proposent des services gratuits. Vous avez des conditions d'utilisation qui sont toujours illisibles, que vous ne lisez jamais, j'imagine. Hein, je suis le premier à le faire, donc je ne vous jette pas la pierre, mais vous avez des gros pavés de texte, vous cliquez sur oui, j'accepte les conditions d'utilisation, lisez-les une fois pour voir ce qui est marqué. C'est écrit que les données ne vous appartiennent pas. Quand vous vous inscrivez sur Gmail, tout ce que vous allez recevoir, ou sur Google Drive, tous vos documents ne vous appartiennent plus, ils appartiennent à Google, qui peut fermer votre compte s'il le décide et supprimer ces documents. C'est écrit noir sur blanc que ces données peuvent être transmises au gouvernement sans vous demander votre consentement. Enfin, il y a énormément de choses. Donc les États, ils ont aussi certains intérêts, et voilà, il y a des lobbies très puissants aussi qui tournent autour des décideurs politiques. Donc voilà, c'est aussi... il faut se poser les questions de quel est l'intérêt de l'État à ce niveau-là. Juste un petit exemple, une petite anecdote. Il y a un artiste, alors je ne sais plus de quelle nationalité, mais qui avait ouvert un compte Google Drive sur lequel il mettait toutes ses créations. Voilà, il peignait notamment des nus, et l'algorithme de Google a détecté de la pédophilie sur un de ses tableaux et a supprimé tous les documents, a fermé son compte sans qu'il ait son mot à dire. Donc il a protesté, mais on lui a dit mais vous avez signé les conditions d'utilisation, vous ne pouvez rien dire. Et sur Instagram aussi, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un réseau social sur lequel vous pouvez poster des photos. C'est écrit dans les conditions d'utilisation que les photos que vous postez peuvent être utilisées à titre commercial sans vous demander votre avis et sans que vous touchiez rien. Donc à partir du moment où vous postez les photos sur Instagram, elles ne vous appartiennent plus, ils peuvent les récupérer et les utiliser à des fins commerciales. Voilà pour la petite histoire. Mais Snapchat aussi, ça doit être le pire. Ah oui, probablement. C'est des photos qui sont censées être détruites ensuite, alors que pas du tout en fait. Oui, elles sont stockées. Ouais. La puissance de stockage et de calcul est telle maintenant que ça leur coûte quasiment rien de tout stocker. Donc ils stockent tout. Et c'est aussi un des grands problèmes qui se posent. On le disait tout à l'heure, il y a une mémoire, une traçabilité. Et donc la question de j'ai rien à me reprocher, donc ça ne me dérange pas qu'on ait accès à mes données. Oui, mais peut-être que ces données, dans 10 ans, on n'aura plus envie qu'elles soient conservées, et peut-être qu'elles pourront être utilisées contre nous, même si à l'époque on n'avait rien à se reprocher, etc. Donc c'est aussi des questions importantes. Sur le point, que ce soit du livre numérique ou que ce soit d'Internet par rapport aux médias indépendants qu'on peut y trouver, effectivement, hein, je ne suis pas là pour dire il faut revenir, supprimer Internet ou quoi que ce soit. Il y a énormément de choses qui sont très très intéressantes avec le numérique. L'important, c'est, alors pour les médias indépendants notamment, c'est la décentralisation. C'est vraiment que tous les contenus soient hébergés un peu de partout et que tout le monde puisse les partager. Mais il faut avoir aussi, il faut être éduqué à ça, il faut avoir un libre arbitre, parce qu'il y a énormément de personnes maintenant qui s'informent par le biais d'Internet, mais qui vont gober tout ce qui vient d'Internet sans prendre de recul. Et ça, c'est un gros danger. Donc il faut quand même être éduqué à ces questions-là. Et c'est des outils qui sont très puissants et qui peuvent être utilisés à la fois d'une manière très vertueuse, mais aussi d'une manière qui l'est beaucoup moins. Sur les cyberattaques et la panne totale, oui, c'est des questions qui se posent. Le fait d'avoir du tout numérique, c'est un risque qui existe. Alors les cyberattaques, elles se multiplient et on pense maintenant qu'elles proviennent d'États et pas d'individus isolés, parce que les puissances des dernières cyberattaques étaient telles que ça vient forcément d'États ou de structures énormes. Et il y a des risques de panne. C'est là aussi, je trouve, que le risque de passer au tout numérique, c'est qu'on a une certaine perte d'autonomie. Et je pense que c'est extrêmement important de savoir utiliser les outils quand ils sont intéressants et qu'on a un réel apport à les utiliser. Mais il faut aussi savoir garder une certaine autonomie. Le jour où mon GPS tombe en panne, si je ne sais pas lire une carte, c'est quand même... c'est grave, quoi, quelque part. Ces pannes, elles existent et elles sont possibles, donc sachons garder une certaine autonomie et un certain détachement vis-à-vis de ces outils-là.
Et pour finir sur Google et l'éternité, alors je ne connais pas exactement le projet, donc je ne pourrais pas rentrer dans les détails, mais je sais qu'effectivement, Google, en plus de toutes les questions directement liées au numérique, s'intéresse au transhumanisme. Alors le transhumanisme, c'est la question de l'homme augmenté, c'est-à-dire que par des outils numériques intégrés à l'être humain, on va augmenter ses capacités. C'est très souvent utilisé dans le milieu militaire. On a les exosquelettes qui existent maintenant, c'est des squelettes externes dans lesquels les personnes se glissent et qui leur permettent de marcher pendant des heures sans être fatigués, de porter des poids très très lourds. Voilà, donc c'est vraiment cette idée d'augmenter les capacités physiques de l'être humain, physique voire même mentale. Hein. Et Google s'intéresse à la question de l'éternité, donc créer un homme qui ne serait plus dépendant de ses organes physiques. Et ils avaient pour projet de faire ça sur une île dans les eaux internationales pour pas être dépendant justement des législations des États, parce que c'est pas des choses qui sont bien acceptées encore par la société, mais eux ils voient un petit peu plus loin. Voilà, donc ils ont ce projet en tête, je sais pas sous quelle forme c'est mis en place, mais il y avait cette idée d'avoir une île dans les eaux internationales pour pas dépendre des législations et pouvoir un petit peu jouer aux apprentis sorciers et voilà, mettre plein d'objets connectés à la place des organes vitaux pour pas dépendre de l'usure des organes. Est-ce que les partisans du libre pourront arriver à contrer un peu Google, travailler dans ce sens-là, éviter que Je dis très rapidement deux mots et je passe la parole à Corinne parce que ça fait un moment que je parle. Pour revenir sur ce dont je vous parlais tout à l'heure, sur les outils qui sont gratuits, hein, Gmail, Instagram et autres, il y a une petite phrase que j'aime beaucoup qui dit « Si c'est gratuit, c'est vous le produit ». Voilà, donc pensez toujours que ces services, ils ne sont pas fournis gratuitement, c'est vos données qui sont ensuite revendues, parce que c'est des services qui coûtent de l'argent, ça coûte de l'argent d'héberger vos mails, ça coûte de l'argent, toutes ces choses, donc si ça vous est proposé gratuitement, c'est qu'il y a quelque chose qui est récupéré en échange. Et le problème des partisans du libre, alors c'est quelque chose de très bien et j'aimerais que ça prenne plus d'ampleur, ça en prend doucement. Les problèmes qui se posent, c'est qu'à la fois ils font souvent payer pour ces services-là parce que eux ils les payent et du coup comme ils prennent pas les données et qu'ils les revendent pas derrière, ils font payer ces services-là, les services d'hébergement de mail ou des choses comme ça. Le deuxième problème, c'est qu'on a aussi, comme je vous disais, il y a des forts lobbying. Et par exemple, l'Éducation nationale a signé un contrat récemment avec Microsoft. Et Microsoft, enfin voilà, ils placent leur bille ici parce qu'ils savent très bien que tous les enfants et les ados qui vont utiliser au collège, au lycée, les outils Microsoft, et ben une fois qu'ils seront adultes, ils seront habitués aux outils Microsoft et du coup ils payeront la licence. Alors qu'il y a des outils libres qui font la même chose. Oui, il y en a. Mais voilà, il faut que ce soit quelque chose qui soit relayé plus largement et la puissance financière de ces grands groupes est difficile à contrer pour les partisans du libre. Alors, tout a été à peu près balisé, donc juste quelques réflexions en contrepoint. Par rapport à justement au transhumanisme, on est quand même dans un fantasme de toute puissance parce que le transhumanisme ne vise quand même rien de moins que l'immortalité. Et bien évidemment, ça pose la question de l'éthique dont on n'a pas encore parlé, c'est-à-dire que la technique, le numérique, c'est formidable, mais au service de quelle finalité? Donc l'éthique, c'est la question de la finalité. Je pense aussi par rapport à cette virtualité qui risquerait vraiment de mettre à mal l'interface proprement humaine, il existe aujourd'hui des enterrements virtuels. Et donc c'est un ami qui m'en a parlé, mais je ne suis pas allée voir spécifiquement. Alors c'est très curieux parce que c'est vraiment la personne, enfin c'est un enterrement virtuel, donc on dépose des fleurs, des mots, etc. vis-à-vis de la personne. Mais quelque part, si j'ai bien compris, d'une part on fait l'économie d'un rituel qui est quand même important au moment de la mort, donc les personnes qui ne peuvent pas venir en quelque sorte envoient des fleurs et des mots à la personne, mais c'est comme si la personne continuait en quelque sorte à vivre dans l'imaginaire parce que régulièrement on continue à interagir, à lui envoyer des mots. Et il y a quelque chose qui est assez
qui est assez terrifiant hein, sur le plan psychique, parce que c'est ne pas prendre acte du réel. C'est pour ça que je fais le lien avec le transhumanisme. C'est un déni du réel, c'est-à-dire qu'on va célébrer l'anniversaire de cette personne, etc. Et ben voilà. Je voulais aussi intervenir par rapport à la dernière réflexion sur l'école. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le problème, c'est qu'à l'école, le numérique, c'est le marché. Et que le savoir numérique, lui, vient des universités. D'ailleurs, on n'a pas parlé des MOOC qui sont vraiment c'est des savoirs qui sont diffusés sur des plateformes. C'est un outil absolument extraordinaire. Mais les universités elles-mêmes ne produisent pas ce savoir. Donc c'est vrai qu'on a affaire à ce paradoxe, hein, à savoir l'introduction du marché. Le numérique à l'école, c'est le marché. Pour autant, le programme de formation dont je voulais vous parler tout à l'heure est intéressant, mais on est confronté à ce paradoxe. Alors je voulais vous lire 2-3 points. Donc le souci à l'école, c'est de sensibiliser les élèves à la différence qui peut exister entre la culture traditionnelle du livre et la culture numérique, tout en montrant l'intérêt du métissage. C'est-à-dire que le métissage permettrait d'amplifier les vertus des deux, c'est-à-dire les vertus de la culture du livre, sous sa forme traditionnelle, et les vertus de l'outil numérique. Et effectivement, je pense à la liseuse dont parlait Madame, et c'est vrai que pour des personnes qui ont des problèmes de vue, c'est un outil assez extraordinaire, et la liseuse permet de reproduire, on a vraiment affaire à l'interface du livre, puisqu'on peut tourner les pages, et c'est vrai qu'on a en quelque sorte cette hybridation entre le livre physique, en quelque sorte, le livre papier, et le livre numérique, puisque on a c'est assez bien fait. L'école propose aussi aux élèves de prendre du recul vis-à-vis des outils numériques en vue de l'apprentissage d'une liberté responsable, donc toute la prévention des risques, de l'utilisation d'Internet, les sites pédophiles, la prévention du harcèlement, du cyberharcèlement, on en parlait. Et en fait, il s'agit non pas de nier, mais de prendre acte au contraire de la révolution numérique pour l'interroger et la mettre à distance. Et enfin, il s'agit d'adapter la pédagogie numérique aux âges de l'enfant, de manière à apprendre aux enfants une autorégulation et une conscience réflexive, une conscience critique à l'égard des écrans et des mondes virtuels. Et je voulais quand même vous indiquer, là aussi, les mises en garde, puisque le sujet c'était l'invasion du numérique. Avant 2 ans, par exemple, les écrans non interactifs, comme le DVD et la télévision, n'ont aucun effet positif. Les tablettes visuelles et tactiles peuvent être utiles pour le développement sensorimoteur du jeune enfant, mais seulement si elles sont accompagnées par des adultes ou des enfants plus âgés, et à la condition de ne pas s'exercer au détriment d'activités physiques ou d'activités socio-émotionnelles. Et dernièrement, on m'a fait passer un lien, c'est l'enseignant qui m'a fait passer un lien d'une pédopsychiatre qui, dans sa consultation, recevait des enfants qui présentent des troubles de ce qu'on appelle du spectre autistique. Et en fait, elle s'est aperçue que ces enfants étaient exposés à des écrans, et on vient de voir des enfants de moins de 2 ans, donc des écrans non interactifs. Et tout simplement, elle a proposé, en quelque sorte, un sevrage à l'égard de ces écrans. Et 2 tiers de ces enfants non plus, là aussi, il y a une régression de leurs symptômes. Alors, bien évidemment, on peut considérer que la faute, on ne peut pas imputer la responsabilité des écrans, c'est la responsabilité des parents qui est en jeu, bien évidemment, dans la mesure où il y a certainement une carence, en tout cas, un déficit de présence qui expose ces enfants à des écrans non interactifs. Mais c'est vrai que ça interroge. Ce qui est important aussi, c'est la déréalisation. C'est-à-dire que même quand on prend des tablettes tactiles, quand il n'y a pas la médiation de parents, on a un rapport déréalisé, c'est-à-dire que les mots ne sont pas signifiants. Elle donnait l'exemple d'un enfant qui consommait beaucoup, qui était fortement exposé aux écrans, et qui pouvait comprendre sur l'écran quand on lui disait « va mettre ton manteau »,
Mais dans une interaction proprement humaine, eh bien, cette phrase n'était absolument pas signifiante. Alors de 2 à 3 ans, ce qui est important, hein, pour le dire autrement, c'est d'agir sur le réel, physiquement, et d'interagir avec autrui. De 2 à 3 ans, on pourrait dire que l'exposition prolongée et passive à la télévision est déconseillée, sans présence humaine éducative et interactive. Et à partir de 3 ans, par contre, on peut, là aussi, l'enfant à cet âge-là, hein, commence à avoir accès à ce qu'on appelle une pensée symbolique. D'ailleurs, la meilleure pensée symbolique qui soit, c'est le fait de pouvoir parler. Et du coup, il peut avoir accès à une pratique modérée et autorégulée des écrans. Mais là encore, il importe que l'enfant puisse parler de ce qu'il a vu pour pouvoir le métaboliser. Et à partir de 4 ans, hein, l'utilisation de consoles ou d'ordinateurs peut être l'occasion d'apprentissage. Mais là encore, le fait d'avoir une console dans sa chambre, hein, une console qui ne soit pas une console de salon en quelque sorte, présente plus de risques que d'avantages. Donc je voulais quand même en parler parce que là aussi, c'est avoir un usage discriminé vis-à-vis des écrans. Et bon, c'est quand même un rapport scientifique. Et pour autant, hein, bien évidemment, ça présente, je pense notamment aux tablettes tactiles. J'ai vu en maternelle, dans une classe, une tablette tactile qui permettait là aussi de reproduire le geste graphique. Et c'est vrai que c'était très bien fait. Parce que le problème justement de ces tablettes, hein, c'est qu'on n'a plus en quelque sorte, quand on écrit simplement sur ordinateur, on n'a plus cette action du corps. Et parfois le rapport à l'autre est en quelque sorte déréalisé parce qu'il n'y a pas d'inscription dans un corporel, en quelque sorte. Et c'est pour ça que ça serait là aussi, hein, quand on voit, enfin, on s'aperçoit que la maîtrise du geste graphique peut poser problème quand les enfants utilisent avant tout des écrans, par exemple. Donc là aussi, il n'y a pas de mise en concurrence, mais tout simplement un rapport un petit peu critique et discriminé, de manière à ce que les vertus du numérique, les vertus du numérique supposent en quelque sorte qu'on ait fait l'apprentissage au préalable qu'on ait fait l'apprentissage d'une... ma phrase ne va pas, je suis désolée, je reprends. On peut en quelque sorte avoir un usage pertinent du numérique que si préalablement on a été confronté au monde, quand on a pu agir sur le monde, quand on a pu interagir avec autrui, et quand on a été là aussi, quand on a fait l'épreuve d'une pensée qui suppose, comme on le disait tout à l'heure, une temporalité longue. À partir de ce moment-là, je pense que le numérique peut offrir des virtualités et des possibilités absolument prodigieuses. Mais parce qu'il s'étaye en quelque sorte sur une curiosité, sur un esprit vif, en quelque sorte, loin de s'y superposer. Je ne sais pas si j'ai été claire.